Merci. Donc on reviendra de toute façon vers vous hein, pour nos échanges d'après. Donc on a parlé de SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, et ça fait la transition toute trouvée, bien entendu, avec le docteur Gosselin, qui lui est directeur d'un SAMSA, qui n'est pas un SAMSA d'ailleurs spécialisé sur les dyspraxiques, ça n'existe pas, mais qui va nous parler de ce que fait son SAMSA, et puisqu'il connaît quand même un petit peu, il va se présenter, mais qui connaît un petit peu la dyspraxie, en quoi un SAMSA comme le sien pourrait aussi répondre à notre public. Alors, d'abord, merci d'être là tous et toutes un samedi après-midi. C'est une salle que je fréquente assez souvent, et c'est la première fois que je viens parler de quelque chose qui est... si elle le sait, ça fait très longtemps que je parle de schizophrénie, et je suis content enfin d'arrêter de parler de schizophrénie grâce à vous. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais dire pour que vous compreniez peut-être un peu mieux pourquoi je me permets de prendre la parole aujourd'hui. D'abord, je suis neurologue de formation et psychiatre. On ne peut pas partager maintenant depuis 68. Il faut choisir entre neurologie et psychiatrie. Moi, j'ai choisi la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la psychiatrie. Juste une notion concrète, il y a environ 12 000 psychiatres en France et il y a 1200 neurologues en France. D'accord ? Donc vous faites l'équation et vous choisissez le bord dans lequel vous voulez vous trouver. C'est dommage que ce soit comme ça, mais ça veut dire qu'il y a une répartition géographique avec toujours, bien sûr, des clusters où les médecins spécialistes sont plus à Paris, sur la Côte d'Azur ou dans les grandes villes. Et après, ce qui est moins le cas pour les psychiatres compte tenu de la sectorisation, puisqu'on est un peu partout, et de notre nombre général. Donc ça, c'est un point particulier qui concerne spécifiquement, on va dire, la dyspraxie et d'autres pathologies border comme ça. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai écouté attentivement, là, depuis tout à l'heure, les interventions. J'ai écouté attentivement ce qu'ont dit le jeune homme, la jeune dame, et vous maintenant, Alexandre. Maxence, pardon. Excusez-moi. Maxence. Et je voudrais insister sur un point qui est répondre aux besoins. D'accord ? Et ça, c'est un point fondamental, c'est-à-dire que nous, en tant que praticiens, directeurs de SAMSA ou d'autres structures, on doit écouter les besoins, on a une responsabilité sociale, sociétale, médicale, et on doit essayer d'apporter, avec nos compétences, connaissances, des réponses aux besoins qui sont exprimés par le jeune ou pas jeune, et sa famille et ses proches, et les besoins exprimés, mais aussi les besoins qui ne sont pas exprimés. D'accord ? Tout à l'heure, la salle, elle a un petit peu réagi quand vous avez parlé de la vie affective, hein, parce qu'on est tous un peu prudes comme ça. Ce sont souvent des besoins pas exprimés qui sont indispensables à évaluer et qui font partie de la qualité et de la prise en charge. Ça, c'était des points sur lesquels je voulais insister. Alors, vous avez aussi tous dit à quel point le système est fragmenté, c'est-à-dire que il y a plein d'acronymes, alors la MDPH, la CDAPH, la GFIP, la CAF, le machin, enfin celui qui ne connaît pas ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, et on n'a toujours pas réussi, malgré les efforts qu'on fait nous tous, à avoir un genre de parcours fluide où on n'aurait pas besoin d'être saucissonné et de prendre des rendez-vous à des endroits différents. Il n'y a pas encore de plateforme fluide qui permette que le besoin du patient soit résolu au fur et à mesure, depuis le petit âge jusqu'au grand âge, et d'éviter des ruptures de parcours qui sont préjudiciables, tout simplement parce qu'il y aurait une coupure, une césure qui serait liée au fait que votre abonnement est terminé, quick, on vous coupe Netflix ou on vous coupe la MDPH. Voilà, c'est à peu près ça en ce moment. Mais non, ça ne devrait pas être comme ça, on devrait avoir des warnings, enfin, on en a, mais qui nous permettraient d'évaluer de manière permanente ou fluide les besoins, les rapports aux besoins, enfin les réponses aux besoins et l'évaluation, l'adéquation entre ce qu'il faut mettre en place et aussi les politiques pour la mettre en place, pour la mise en place, et les moyens financiers pour la mise en place, et puis l'évaluation sur les jeunes. Bon, je suis un peu long, mais je pense que c'est important de préciser tout ça. Je vais accélérer. Le SAMSA que je dirige, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, nous
jeunes adultes et on espère pas handicapés, en tout cas prévention du handicap psychique. C'est un SAMSA qui est malheureusement, désolé, c'est à Paris, et qui est destiné à des jeunes de 16-25 qui ont des premiers épisodes psychotiques ou des troubles apparentés, dans lesquels peuvent s'inscrire, et ça ne me pose aucun problème, des troubles neuro-dev ou des troubles 10, parce que ça n'existe pas des formes pures de schizophrénie, ça n'existe pas des formes pures de bipolarité, etc. Alors, ça fait un long moment qu'on travaille sur ces programmes et qu'on a mis en place ce service un peu hybride, qui est tout à fait inhabituel sur le territoire, qui est un dispositif qui est basé sur la résolution de cas complexes, en fait. Donc on ne considère pas la maladie, mais on considère le besoin et les besoins complexes. Et pour ça, cas complexe, besoin complexe, réponse complexe. Donc on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire qui travaille avec nous, avec, comme d'habitude, des médecins, des neuropsychologues, des psychologues, un médecin généraliste, des éducateurs, un conseiller en éducation sociale et familiale, un nutritionniste, un éducateur sportif APA, ce que vous appelez job coach, mais chez nous on les appelle conseillers en insertion professionnelle, et d'autres professionnels parce qu'on est très nombreux, je ne vais pas rentrer, et puis du back-office bien sûr parce qu'il faut une administration solide derrière. Donc l'idée c'est pas de garder les patients longtemps, l'idée c'est de les accueillir, de les trouver, de les attraper rapidement, de mettre en place tout le dispositif et de l'évaluation et les réponses rapidement en construisant un filet de sécurité autour d'eux pour qu'on puisse les relâcher dans la nature le plus rapidement possible avec la carte géographique de tout ce dont ils ont besoin et pourquoi pas la mise en place de réseaux, de partenariats solides autour d'eux. Ça, c'est l'explication rapide. Et puis quelques mots aussi sur l'aspect administratif. J'ai entendu parler de délai pour le SAVS. Une particularité pour nous, puisqu'on travaille sur des premiers épisodes psychotiques, c'est-à-dire le cerveau n'attend pas, puisqu'il est en train de souffrir, il n'y a pas de délai d'attente et nous travaillons sans la notif MDPH qui sera obtenue pendant la prise en charge. Les jeunes restent environ 24, parfois un peu plus, 36 mois chez nous, et le challenge, c'est d'évaluer assez rapidement et de tester grandeur nature les capacités des jeunes. On fait beaucoup d'évaluation écologique. On a un dispositif à côté de notre service qui nous sert à évaluer grandeur nature avec 2 studios qui sont complètement meublés et puis un genre de petit loft qui nous permet de tester grandeur nature, comment utiliser la machine à laver, comment utiliser le four à micro-ondes. Et ce sont des évaluations neuropsychologiques et non pas juste de l'évaluation comme ça factuelle. Pour le permis de conduire est un problème majeur parce que c'est comme l'emploi, la preuve qu'on a atteint un niveau de conceptualisation neuropsychologique, pardon pour les termes techniques, qui permettent aux jeunes de réaliser tout un système de parcours complexe qui va lui permettre de gagner en autonomie. Et il ne faut pas avoir peur de les encourager à obtenir le permis de conduire. La Fondation Denis Kerr à Sainte-Anne accompagne les programmes et nous avons obtenu grâce à eux plusieurs financements pour les permis de conduire de nos jeunes avec schizophrénie. Ils conduisent, ils ne sont pas plus dangereux que les 5 ou 10 ou 15% de gens qui conduisent sans permis en France et qui n'ont jamais d'assurance non plus. Attention, c'est très très important parce que c'est un système de rééducation écologique autonome qui permet aussi bien sûr de gagner non seulement en autonomie, mais en estime de soi, d'accord ? Et l'estime de soi fait l'économie de l'anxiété, fait aussi l'économie peut-être parfois de certains médicaments ou d'une prise en charge plus intensive, d'accord ? Vous faites partie de la société comme nous, et c'est à nous, parce qu'on est moins handicapés que vous, chacun son type de handicap, c'est à nous de vous épauler, c'est un mot qui est important, pour non pas vous réinsérer, parce que vous en faites partie, donc vous n'êtes pas désinséré de la société, mais pour que vous puissiez en profiter mieux et plus. Voilà, j'étais un peu long, mais je répondrai à toutes vos questions. Merci pour cette présentation. Et donc ce que je disais en introduction, votre SAMSA n'est pas fléché, je dirais, sur la dyspraxie, mais ce que vous nous racontez de l'évaluation des besoins en situation, etc., on se rend bien compte de tout ce que vous dites, que vous êtes
totalement en capacité d'accompagner des jeunes adultes dyspraxiques. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ce type de service qui pourrait être... parce que voilà, nous on a eu du mal à en trouver. C'est clair. Voilà. Alors il y a plusieurs choses. J'ai pas cité un mot un peu technique qui s'appelle le case management. C'est une technique donc, que partage toute l'équipe puisqu'on travaille autour de la résolution de problèmes en équipe. Il n'y a pas de fragmentation, chacun n'est pas dans un silo. Tout le monde travaille ensemble et donc dyspraxique ou atteint de schizophrénie ou ayant une maladie chronique somatique, il n'y a pas de différence. Ou épilepsie, il n'y a pas de différence. Ou personne âgée, il n'y a pas de différence. Ou bronchopneumopathie obstructive. Ou diabète insulinodépendant ou insuffisance rénale chronique, il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de différence, pardon. Et toutes ces pathologies plus ou moins chroniques peuvent être prises en charge par les techniques de case management, c'est-à-dire par des techniques de résolution de problèmes. Moi, il se trouve que dans mon parcours, l'intervention précoce sur la schizophrénie est apparue plus naturellement que pour la dyspraxie, mais ce serait juste un challenge de plus. Nous sommes en train d'évoluer vers les TSA sans troubles cognitifs, les troubles du spectre autistique sans troubles cognitifs, parce qu'on est très entraîné maintenant, et de toute façon, parmi nos clients, entre guillemets, qui ont eu des troubles psychotiques, on a aussi des clients qui sont TSA ou des neurodevs qui cachent leur jeu de neurodev avec des troubles psychotiques très en avant. Donc il n'y a pas de différence. Maintenant, pourquoi les choses ne se développent pas ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi la visibilité progressive, c'est votre tour. D'autres pathologies, entre guillemets, ce sera leur tour dans quelques années. Et on espère que le système fera qu'on n'aura pas de fléchage. On aura des fléchages par besoin, de manière dimensionnelle, et non pas des fléchages par pathologie. Merci beaucoup, c'est ce que nous appelons de nos vœux.